réalité plus différente. Eh bien, Rivet était un ancien médecin militaire. Et c'est ainsi qu'il avait eu une mission en Amérique du Sud. Puis il avait été nommé au muséum, où il avait succédé il avait la chaire d'anthropologie. Comme tel, directeur du musée d'ethnographie. Et c'est là il a accompli une œuvre importante, puisque c'est à lui qu'on doit la rénovation et la transformation du musée d'ethnographie en musée de l'homme. Et c'était un homme très pratique, qui avait un sens des réalités certain, et qu'il a montré en réalisant une œuvre importante. Mauss était un tempérament entièrement différent, et l'un et l'autre s'observaient. J'ai toujours trouvé remarquable qu'ils soient parvenus à s'entendre et à comprendre que pour fonder l'Institut d'ethnologie, ils avaient besoin l'un de l'autre. Il fallait les deux. Mais ceci dit, Rivet considérait Mauss un petit peu comme, disons, un vieil étudiant dont il avait, c'est exact, gardé le genre de vie. Et considérait qu'il n'avait pas fait une carrière très brillante, car enfin l'école des hautes études, c'était pas la Sorbonne. Je crois que les choses ont un peu changé quand Mauss a été nommé au collège. Oui, parce que c'est ça, Il y a eu une reconnaissance, à ce moment-là, de sa valeur. Et Mauss, lui, voyait en Rivet l'homme pratique, nécessaire, mais aussi, je ne dirais pas qu'il n'avait pas d'estime pour Rivet, mais enfin il le jugeait. Lévi-Brühl avait l'air d'un vieux gentleman anglais, si je puis dire. C'était un homme d'une extrême courtoisie, un vieux monsieur, bien sûr. Et, mon Dieu, il voyait tout ça d'assez loin. Du point de vue professionnel, Mauss n'était pas entièrement d'accord avec Lévi-Brühl, évidemment. Mais néanmoins, il reconnaissait sa présence et le fait qu'on avait eu besoin de sa personnalité pour la fondation de l'Institut. Marcel Mauss avait créé aussi avec Rivet ces sociétés savantes, si vous voulez, territoriales. Il y avait déjà la Société asiatique qui existait depuis longtemps en relation avec le musée Guimet. Eh bien, il a créé la Société asiatique et la Société des africanistes. Voilà. Oui, je voudrais simplement dire que justement, l'enseignement de Mauss a pu se développer comme il s'est développé à cause de l'époque et à cause de l'atmosphère de l'époque. On ne peut pas oublier ce qu'était à l'époque Paris, où nous avons vécu des années extraordinaires du point de vue culturel, général. On sortait d'une exposition admirable, où on sortait pour la première fois des masques qu'on n'avait jamais vues, par exemple, parce qu'on en parlait, pour aller entendre de la musique admirable qui venait d'être inventée, ou de la musique très spécialement moderne, qu'on peut appeler moderne et qui à l'époque était plus ou moins connue, ou bien assister à un ballet inventé par Diaghilev et Picasso, pour ne parler que de ça, avec des auteurs musicaux remarquables, Sauguet, etc. Et puis, en même temps, il y avait dans l'air cette ouverture au monde. On a vu arriver à Paris une grande partie des premiers grands chanteurs et grands artistes américains noirs. Il n'aurait jamais arrivé les Blackbirds, n'est-ce pas, qui ont été célèbres. Étaient célèbres Joséphine Baker, etc. Et en même temps, on voyait arriver d'Afrique des photographies, des films, peu de films, enfin quelques-uns, des objets. Et
des rapports, et les études déjà plus ou moins timides, plus ou moins ouvertes. Et c'est là justement que Mauss a commencé tout de suite à faire que ses élèves, tous ses élèves, sentissent ça, n'est-ce pas? Cette ouverture libre, c'est-à-dire absence de sentiment, de présence autoritaire du chercheur, modestie, voilà, modestie devant le terrain, devant ce qu'on étudie, et ouverture à tout ce qu'on pouvait enregistrer. Ben voilà, ben Mauss parlait des monuments figurés. Ben, les peintures rupestres sont les monuments figurés. Ouais, les dessins, les peintures. Ça veut dire quelque chose. C'est d'une richesse incroyable. Incroyable en Afrique. Madame Paul a dû vous dire qu'elle a recueilli auprès de nous tous nos cahiers pour faire le cours de Mauss en tant que méthode de l'ethnographie. Il était très important de publier ces instructions d'enquête. Certainement, si lui-même l'avait rédigé, il l'aurait rédigé différemment, mais il ne l'aurait jamais rédigé, en fait. Après tout, l'œuvre de Mauss, c'est surtout des articles ou des comptes rendus, notamment dans l'année sociologique, mais il n'a jamais écrit vraiment un livre complet à lui seul. Donc, je pense qu'en publiant quand même ce travail, j'ai, dans la mesure de mes moyens, acquitté ce qui était une véritable dette envers notre maître. Les œuvres de Mauss, à part quelques articles très précis et très connus, pas moi qui vais vous en parler, il y avait ces critiques. Et dans son cours, il citait comme ça les auteurs qui critiquaient aussi, mais avec toujours la plus parfaite urbanité. Jamais de violence. C'était pas à la mode à l'époque. Hein. Pas la moindre agressivité. Mais une fermeté de propos tel qu'il disait saluer le travail de monsieur Untel, mais c'était tout ce qu'il avait à dire là-dessus. Mais, après le mais, se lançait dans ce qu'il avait comme opinion. Oui, je reviens en 40 avec un travail tout à fait passionné que j'avais fait entre 38 et 40, et 40. Alors je reviens avec mes documents, et à ce moment-là, ne l'oubliez pas, les Allemands entrent dans Paris. Mauss trouve immédiatement il est l'étiquette juive, il est plus professeur de rien du tout, il est encore dans son appartement, mais au fond il est en danger. Moi je l'ai vu qu'en 40, oui. Et 41, n'oubliez pas que je suis arrêtée en 42. Alors quand je l'ai vu, je me souviens de lui avoir, je voulais le faire partir en zone libre. À cette époque-là, il y avait une zone libre, et je lui avais dit, écoutez, j'ai tous les moyens de vous faire passer en zone libre, et ensuite vous prenez, vous allez en sécurité, ou